Et Wouter, bienvenue à toi sur ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais te parler de la synthèse des entretiens qualitatifs. Alors si tu étais présent sur le club précédemment, les mois précédents, on a parlé de la préparation. Ensuite, on a parlé de l'animation et maintenant vient la troisième et dernière étape sur les entretiens qualitatifs. C'est donc la synthèse, savoir qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces informations, de tous ces enseignements qu'on a récoltés. Comment est-ce qu'on les hiérarchise, comment est-ce qu'on les synthétise et comment est-ce qu'on les communique à nos partenaires de travail. C'est quasi... Non, c'est pas quasi. Tous les moments sont importants, j'allais dire, c'est quasi le moment le plus important. Disons en tout cas pour les partenaires du projet, c'est ton livrable qui va le plus compter à leurs yeux. Donc c'est un moment tout aussi important que les autres étapes pour toi et pour faire valoir la qualité du travail que tu auras fait. Alors qu'est-ce qu'on va voir pendant ce tuto ? Comme d'habitude, si tu as été là sur les mois précédents, eh bien, je vais décortiquer mes meilleurs pro tips, te montrer dans les moindres détails, en tout cas t'expliquer pourquoi je fais les choses de cette manière-là. Et ensuite, on va sur mon ordinateur directement pour te montrer comment concrètement je fais cette analyse. Donc on va prendre un cas concret et on va le faire ensemble. Et ensuite, je vais te montrer comment je fais cette synthèse, comment je prépare le document très court, très concis pour transmettre aux parties prenantes avec lesquelles je travaille. Alors, quelques règles avant de démarrer ce tuto pour que tu puisses profiter vraiment à fond de tous les contenus que je vais partager avec toi. Première chose, aie une attitude active face à ce tuto. C'est plutôt un état d'esprit général que je t'incite à avoir pour en profiter. Et donc pour ça, il faut que tu poses des questions, que tu te demandes dès qu'il y a des choses qui ne sont pas claires pour toi. Quasi, tu laisses ta fenêtre de conversation Slack et ton tuto juste à côté pour pouvoir profiter vraiment un maximum de ces contenus et avoir zéro doute sur tout ce que tu es en train d'apprendre, de recevoir ou de découvrir ou de redécouvrir. Donc je t'invite vraiment à aller mettre tes commentaires sur le club pour que tu puisses assimiler un maximum de choses pour demain les mettre en action. Tout ça pour dire que tu participes, si on fait ces tutos au sein d'un club, c'est vraiment pour qu'on puisse échanger, collaborer, co-construire, s'influencer les uns et les autres. Donc je t'invite vraiment à aller mettre tes commentaires, tes questions, etc. Ensuite, voilà, c'est vraiment un conseil, encore une fois, pour toi, mais un conseil pour que les informations que je te donne puissent être assimilées par ton cerveau, puissent être vraiment intégrées et que tu puisses demain les réutiliser beaucoup plus aisément. Je t'invite à prendre des notes, un maximum, donc que ce soit sur ton ordi ou que ce soit sur un carnet, peu m'importe, mais ce qui compte c'est note, puisque quand tu notes, eh bien, tu assimiles beaucoup plus ton cerveau. Enfin bref, je vais pas te faire un cours sur la mémoire, mais en tout cas, ton cerveau retiendra beaucoup mieux tout ce que tu es en train de découvrir. Et ensuite, fais. Associé à ce tuto, tu auras à chaque fois un challenge de mise en pratique et donc je t'invite à le mettre en pratique, même si parfois t'as pas assez de temps, même si parfois t'as la flemme, ça nous arrive tous, même si parfois tu comprends pas forcément tout, fais et partage avec le club. C'est comme ça que tu vas pouvoir monter en compétences tout petit pas après chaque petit pas, mais c'est ça qui au bout d'un an va vraiment te permettre de voir une sacrée différence. Donc je te rappelle que le tuto n'est pas une formation, donc je ne reviens pas sur l'aspect théorique. Je ne fais que de la mise en pratique. Je réponds à la question comment pour que toi tu puisses ensuite passer à l'action derrière. Alors démarrons ce tuto. Pour ne pas passer des heures à faire cette introduction, on va tout de suite commencer. Je décortique mes meilleurs pro tips. La première chose, toute première chose qu'il faut que tu fasses quand tu vas tout de suite après les entretiens, quand tu vas commencer ton analyse, c'est déjà de lister les limites de l'étude. C'est ce petit moment de prise de recul qui est super important pour prévenir de ce qui pourrait manquer, prévenir des biais que tu as rencontrés, prévenir des défauts
qu'il y a eu dans la méthode et du coup, qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça implique derrière ? Les choses sur lesquelles il faut être attentif, les choses qu'on n'a peut-être pas récoltées. Enfin bref, lister tout ce qui va pas. Tout ce qui va, ou en tout cas, enfin, c'est pas vraiment qui va pas, mais tout ce sur quoi il faut pas avoir de grandes attentes, puisque de toute façon, tu ne répondras pas à ça dans ton étude. C'est, je pense, une des choses que je vois quasiment pas, et pourtant qui est très important. Donc on va voir tout à l'heure à quoi ça ressemble très concrètement. Puis ça, c'est ton étape numéro 1, lister les limites de ton étude. Ensuite, tu vas aller capturer les enseignements de chaque interview. Alors peut-être que tu as déjà pris des notes. Dans ce cas-là, éventuellement, soit tu vas les numériser, donc les mettre sur un outil ou les mettre dans un tableur ou dans un outil en ligne. On va parler notamment de Reframer tout à l'heure. En tout cas, de les mettre quelque part pour les archiver et pour les mettre sur un format qui va te permettre ensuite de les analyser. Donc, personnellement, avant, j'utilisais un tableur. Aujourd'hui, j'ai découvert Reframer et avec Reframer, on va le voir tout à l'heure, c'est très très efficace. Tu peux aussi travailler avec des post-it et mettre sur un post-it un enseignement et du coup travailler avec tes post-it, on va en parler plus précisément ensuite. Si tu n'as pas fait de prise de notes, dans ce cas-là, il faut que tu réécoutes les enregistrements et là, directement, soit tu numérises, soit tu mets sur des post-it chaque enseignement que tu écris pendant la réécoute. Je tenais à revenir sur ce dernier point, on écrit tous les enseignements, vraiment tous un maximum. Alors on essaye quand même de synthétiser l'idée de la personne, parce que quand elle parle, on va pas faire une retranscription, tu vois, on va pas réécrire toutes ces phrases, donc on synthétise l'idée. Parfois on prend un verbatim parce qu'il était choc, il était fort, et du coup ce simple verbatim exprime vraiment l'idée de la personne. Donc on est dans un équilibre entre je retranscris ce qu'elle m'a dit, mais je synthétise quand même parce que je fais pas de la retranscription mot à mot. Donc on les écrit tous, toutes les pensées, on va les écrire, tous les sujets majeurs, on va les écrire. Et surtout, on va les écrire même si on avait déjà le même post-it ou la même case ou la même idée chez un autre utilisateur. J'ai déjà vu régulièrement des personnes faire cette synthèse, faire ce travail de capture et en fait ne pas écrire un élément parce qu'il l'avait déjà entendu chez un autre utilisateur, chez une autre personne interviewée. Et là, au scandale, les amis. Vraiment, non, ne faites jamais ça. Au contraire, plus les utilisateurs, plus vous allez avoir la même idée qui ressort chez tous les utilisateurs, plus vous allez avoir une information récurrente, plus vous allez pouvoir démontrer que cet enseignement-là est absolument majoritaire. Et comme ça, vous allez pouvoir, j'ai presque envie de dire, semi-quantifier le fait que cette information est importante. Si vous retrouvez cette information chez 5 des 8 personnes que vous avez interviewées, c'est quand même très très fort. Si vous retrouvez l'information chez 2 des 8 personnes que vous avez interviewées, c'est beaucoup beaucoup moins fort. Donc ce côté chiffrage des informations est aussi très important. Donc réécrivez les informations qui se répètent chez les uns et chez les autres. Troisième étape, recouper et catégoriser les enseignements. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est se poser la question de quels sont les sujets communs. Quels sont les hashtags que je peux mettre sur les sujets communs ? Quel enseignement je peux regrouper avec quel autre enseignement ? Là, c'est vraiment un travail. Je t'inviterai à aller voir sur Internet ce que c'est, parce que je ne vais pas te faire un cours dessus, mais normalement tu le connais, ou peut-être pas. C'est de faire un travail d'affinity map. L'affinity map, c'est tout simplement réunir les informations, les données qui se ressemblent pour constituer un groupe de données et nommer ce groupe de données. Donc simplement pour l'exemple, là je te remets un exemple d'affinity map. Tu vois, c'est vraiment, je remets des post-it dans des cases et une fois que ma catégorie est bien formée, une fois que je suis à l'aise avec, eh bien je peux la nommer. Et puis là, comme tu vois sur l'exemple, eh bien ensuite je peux
ajouter des signes, je peux ajouter des éléments pour marquer des feedbacks qui ont été importants, des feedbacks forts, des éléments qui sont transverses. Enfin bref, ajouter des éléments visuels ou des éléments textuels pour pouvoir donner encore plus de sens à ma représentation. Chose que fait très 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 bien Reframer, et je te le montrerai tout à l'heure, que tu peux aussi faire dans Miro. Miro, c'est des post-it en version virtuelle. Donc si tu as besoin de mettre ton travail, de dématérialiser ton travail de post-it, tu peux aussi très bien le faire sur Miro. Si tu as une équipe à distance, ça fonctionne super bien. Mais pour cette synthèse, je te conseille vraiment Reframer. C'est très puissant. On va le voir ensemble tout à l'heure. Donc pose-toi cette question. Quels sont les sujets communs? Quelle catégorie je peux créer? Et quelle information, quel post-it je peux rapprocher d'un autre post-it? Quels sont les éléments similaires? Une fois que tu as fait ce travail de rapprochement, eh bien, il s'agit d'analyser tout ça. Donc j'ai commencé à t'en parler, tu as commencé à mettre des éléments visuels, de mettre des hashtags, de mettre des noms de catégories, d'évaluer ou d'identifier des éléments transverses. C'est ce travail-là d'analyse. Qu'est-ce qui se passe quand on recoupe, quand on recroise les informations? Donc identifier les tendances, c'est très important. Donc, qu'est-ce qui se répète? Tu sais, quand je te disais tout à l'heure, même si l'information se répète dans chaque entretien, eh bien très bien, réécris-les à chaque fois. Et ensuite, tu pourras noter que 5 sur 8 personnes ont exprimé cet élément-là. Donc, et ensuite, comme ça, tu pourras le quantifier. Donc ces tendances-là, des éléments qui se répètent, note-les, quantifie-les et rends-les visuels pour qu'on puisse se les attribuer facilement. Ensuite, c'est très important dans l'analyse que tu puisses faire remonter les éléments étonnants ou surprenants. Donc peut-être, justement, ce ne sont pas des tendances. Par contre, voilà, des feedbacks un peu extrêmes, des feedbacks très particuliers, des usages peut-être un peu à la marge, mais qui sont éventuellement aussi inspirants. Donc ces éléments-là aussi doivent ressortir de ton analyse. Et là, on va le voir comment. Peut-être que tu peux ajouter une étoile, peut-être que tu peux ajouter un petit cœur. Enfin bref, ajoute un élément qui va te permettre de les identifier. Et ensuite, les éléments qui ont été nommés comme étant importants. Alors, important et tendance peuvent parfois être le même, mais parfois être aussi différents. Tendance, ça veut vraiment dire que ça se répète, ça te répète, ça te répète. Et les éléments importants, tu peux avoir un utilisateur qui a très fortement appuyé sur un élément. Les autres ne l'ont peut-être pas forcément remonté, mais du coup, il a fortement appuyé sur ce point. Et donc, ça vaudrait peut-être le coup d'aller explorer cet élément. Dans l'analyse, il y a des choses qui sont plus difficilement faisable quand on le fait à la main ou avec des post-it. Dans l'analyse, si tu travailles avec un tableau Excel, tu peux commencer à jouer avec le croisement des données, mais là du coup, il faut être un pro d'Excel. Et je te montre tout à l'heure comment est-ce que tu peux jouer à recroiser des données, jouer avec tes datas et les faire parler grâce à Reframer. Et du coup, là, ton analyse prend une dimension encore plus qualitative puisque il va rendre visuel des choses auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé toi avec tes post-it. Donc tu vas voir que c'est très intéressant d'investir dans cet outil. Je n'ai aucune action chez Reframer, mais du coup je te le conseille très vivement. Et enfin, 5e étape, la synthèse. Donc une fois que toi tu as fait tout ce travail-là, eh bien il faudrait surtout pas que ça reste dans ton placard. Il faut que toutes les parties prenantes du projet en soient conscientes. Il faut que les parties prenantes du projet puissent éventuellement prendre des décisions. Peut-être que vous avez un travail de priorisation à faire. Donc toi, il faut que tu puisses transmettre tout ce que tu as appris de manière claire et concise, puisque personne apprécie lire un document de 50 pages dans lequel il y a de fortes répétitions, parce que les utilisateurs nous redisent quand même très régulièrement la même chose. Donc moi j'aime bien dire, petite erreur, j'aime bien dire qu'il faut que ça tienne en 6 slides. Première slide, on va le voir ensemble tout à l'heure très concrètement, tu redonnes le contexte de l'étude.
Donc qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi, quels étaient nos objectifs. Ensuite, tu donnes très très vite, c'est pour ça que c'est en slide 2, les limites de ton étude, donc pour prévenir qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, ou des choses qui manquent, ou d'éventuels biais que tu as rencontrés. Ensuite, deux slides, allez maxi 3 sur les grands enseignements que tu as récoltés, donc les grandes catégories qui ressortent, les grands verbatim qui sont ressortis. Slide 5, j'aime bien mettre les éléments étonnants et inspirants. Et dernière slide 6, c'est de dire, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelles actions devons-nous mettre en place? Est-ce qu'il y a d'autres recherches à faire? Est-ce qu'il y a un sujet à approfondir? Enfin bref, qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le projet? Donc voilà pour le décortiquage, ça reste assez rapide. Maintenant, je vais te montrer concrètement comment je fais en faisant l'analyse des 2 interviews démo. Donc si tu ne les as pas encore écoutées, tu peux aller les écouter si tu es dans le club. Les 2 interviews démo de Drea et Iris, de Andrea et Iris. On analyse ça ensemble tout de suite. Ça y est, donc nous voilà sur l'interface de Reframer. Reframer, qui est donc l'outil que j'utilise aujourd'hui pour faire les analyses, tu vas voir. En même temps, ça permet de faire la démo de la puissance de l'outil. Tu pourras comme ça te faire une idée de ce qu'il est fait pour toi ou pas. Alors, ici, on est dans l'analyse WOOX, démo entretien qualitatif. Et donc, je peux redonner ici sur la colonne de gauche l'objectif de l'étude, ce qui est très important pour se le rappeler parfois, parce que parfois on ne sait pas trop pourquoi mettre telle information en important ou pas. Donc régulièrement la relire, ça fait du bien. Tu peux mettre ici des documents de référence. Donc moi par exemple j'ai mis le support que j'ai utilisé pour l'entretien, pour pouvoir éventuellement aller le revoir et me rappeler des différentes sections des différents sujets que j'ai abordés. Ensuite, donc là j'ai déjà fait l'intégration des différents enseignements que j'ai récoltés grâce à Iris et Andrea. Donc là tu as une petite fiche de synthèse de ce qui s'est passé avec Iris et une petite fiche de synthèse de ce qui s'est passé avec Andrea. Et j'aime bien mettre ici les informations sur les limites de cet entretien-là particulièrement, où là justement il y en avait pas mal des limites. Première limite, du coup j'ai fait une interview par téléphone, donc je n'ai pas pu... Attends, désolée, je vais mettre mon téléphone en ne pas déranger pour justement ne pas être dérangé pendant ce tuto. Donc, interview par téléphone, je ne peux pas analyser le non-verbal de la personne. Donc, il y a des choses peut-être auxquelles je passe à côté de ces éléments-là. Ensuite, on a refait l'entretien une deuxième fois parce que l'enregistrement n'avait pas fonctionné une première fois. Donc ça, c'est un vrai problème. En réalité, dans la vraie vie, j'aurais même juste... en fait, pas refait l'entretien avec la personne parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas authentique. Ensuite, la limite, c'est que Iris est une amie, donc il y a des choses qu'on se dit, il y a des choses qu'on se dit pas. Il y a je dirais un format dans notre amitié qui préexiste, donc on n'est vraiment pas sur de la neutralité à ce sujet-là. Et ensuite, dernière limite, l'entretien dure seulement 15 minutes, donc on va pas en profondeur sur les sujets. Donc c'est assez superficiel. Donc pas mal de limites. Néanmoins, tu vas voir qu'on récolte tout de même des informations intéressantes. Et en dessous, tu peux segmenter les utilisateurs que tu as rencontrés, ce qui est très intéressant, puisque après, du coup, tu pourrais éventuellement recouper les informations qui viennent des personnes. Donc là, moi, j'ai mis les personnes en fonction de leurs expériences passées. Donc des personnes soit qui viennent de l'univers graphique ou créatif, d'ordre général, des personnes qui viennent plutôt des sciences humaines ou des personnes qui viennent d'autres domaines. Donc là, Iris, elle vient du web marketing. Et pour Andrea, elle vient plutôt des beaux-arts. Et pour Andrea, ici, je vais ajouter ensuite les informations aussi sur les limites. Donc on va pouvoir effectuer notre analyse. Donc si tu veux faire le travail de capture, le travail de retranscription, même si c'est pas mot à mot, mais de transcription des informations, tu cliques ici sur capture et en fait tu vas pouvoir, hop là j'efface le pré-travail que j'ai fait, tu vas pouvoir entrer à cet endroit nouvel enseignement. Nouvel enseignement, boum, tu fais entrer et ça se met tout seul. Donc tu peux quasi faire ta prise de notes, en tout cas si vous êtes deux,
Tu peux quasi faire la prise de notes sur cet outil, c'est assez efficace. Donc là, tu fais ta retranscription ici, tu retrouves tous les éléments dans la colonne de droite là. Nous, ce qu'on veut là maintenant, c'est faire notre analyse. Donc, c'est dans l'onglet en haut à gauche là, Review. Donc, on passe du côté Review. Et là, le côté Review, il est vraiment fait pour associer des tags à chaque entrée que tu as fait. Donc, ces tags, il faut vraiment les considérer comme les catégories que tu ferais dans ton Affinity Map. Donc, des manières de rassembler les informations les unes des autres. Le premier tag que tu peux de toute façon créer, c'est un tag de profil. Des éléments en fait c'est toutes les questions que tu as posées en introduction pour vérifier qui est la personne, comprendre son contexte, mais qui ne sont pas encore des éléments qui sont dans ton sujet. Donc là je mets toujours un tag profil. Là tu peux éditer les tags et changer la couleur. Pour profil, personnellement j'aime bien mettre une couleur un peu neutre, donc un gris par exemple, c'est parfait. Et donc là je viens noter attribuer ce tag profil à toutes les entrées qui sont du type profil. Alors du coup, je les entre comme ça. J'ai eu plusieurs vies avant d'être UX, c'est son profil. Elle vient du monde du web marketing, c'est son profil. Elle s'est formée sur la masterclass, c'est son profil. UX était un mot très à la mode et j'avais déjà commencé à le coller sur mon portfolio. Aujourd'hui, j'en ai honte, je faisais de l'UX intuitivement. Ça fait partie de son profil aussi, même si ça nous donne déjà des informations sur le fait que sur la manière dont elle a commencé à utiliser l'UX, mais on n'est pas encore sur notre problématique. J'avais la sensation d'avoir fait le tour du web marketing, etc., etc. Toutes les questions préparatoires en fait que tu as posées, tu peux les mettre avec ce tag profil, ou d'ailleurs tu peux l'appeler question préparatoire. On va aller un peu plus bas. À partir du moment où elle commence à nous parler du coup de ces problématiques qu'elle rencontrait tout de suite à la sortie de sa formation. Donc il y avait 2 grands sujets qu'on traitait pour cet entretien. Hop, je vais rajouter un tag. C'était les challenges, on va l'appeler comme ça, challenge en la sortie. Attends, je crois que je peux faire des espaces et puis il me fait les underscores lui. Challenge sortie de formation, hop. Et il y avait les challenges, cette fois-ci actuels. Hop. Je peux éditer, leur mettre une couleur différente. Les challenges actuels, on va les mettre en rose. Et les challenges de sortie de formation, on va les mettre en orange. Hop. J'ai fini d'éditer. Et donc là, je pourrais faire tout le travail d'associer les réponses en fonction de mes questions. Donc toutes les questions que j'ai posées sur les challenges sorties de formation, je vais les mettre avec ce tag orange. Donc par exemple, elle fait un effort de transposition de connaissances afin de valoriser sa transition. Ça, elle m'avait dit que c'était une problématique en sortie de formation. J'ai mis des skills que j'ai, problématique sortie de formation. Par exemple, sur le projet, dès que je suis arrivée, j'ai fait un SWOT. Donc ça, c'est une particularité. Donc ça, on va l'ajouter tout de suite. Là, elle me répondait plus à ma question directement, mais en fait, elle commençait à m'expliquer comment est-ce qu'elle faisait pour transposer ses connaissances de l'univers du web marketing pour valoriser son nouveau profil en transition. Donc là, j'aime bien régulièrement, sur quasi toutes mes recherches, faire un tag particularité, hop, de la personne, et puis je vais lui mettre une couleur aussi un peu voyante, un peu particulière. Hop, il me reste du vert un peu voyant. Plouf. Et donc là, je vais pouvoir lui associer particularité. Donc là, c'est une des particularités d'Iris, très intéressante. J'ai dû gérer la transition de social media vers UX, donc ça, c'est ces challenges en sortie de formation toujours. Donc là, tu vois, au fur et à mesure que je le fais, dans ma tête, je commence à me dire « Hey, ça, c'est un sujet intéressant. » Je me suis fait accompagner par un coach. Pour moi, là, il y a quelque chose, et puis parce que je pense aussi à Andrea derrière, je sais qu'il y a des sujets autour du travail sur soi à faire, en fait, pour évoluer. Donc, je vais ajouter un tag catégorie travail sur soi. Voilà, toutes les catégories, je les laisse en bleu. Ça, c'est ma manière de faire. Vraiment, après, fais-le à ta manière. Donc là, je me suis fait accompagner par un coach
travail sur soi. Je m'applique la user research, j'essaie de comprendre les besoins de mes futurs clients. Je sais pas quoi en faire pour l'instant, je le laisse. Challenge lié au marché, beaucoup de juniors sur le marché, difficile de faire sa place. Donc là, tu vois, elle a des problématiques liées au fait qu'elle est freelance. Cette problématique-là, liée au marché, beaucoup de juniors sur le marché, difficile de se faire sa place. Alors j'ai presque envie de dire la première partie de la question, une personne qui est salariée peut-être pourrait me le dire, mais difficile de se faire sa place. Moi, quoique, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de le mettre à ce moment-là dans une catégorie problématique liée au freelancing. Problématique freelancing. Et tu vois, si j'avais interviewé des personnes qui sont salariés, bien, en fait, je pourrais vérifier si les problématiques sont les mêmes, s'il y en a qui se recoupent ou si c'est différent. Mais là, dans son cas, j'ai envie de mettre que c'est une problématique liée au freelancing. À chaque fois que je fais une étude, à chaque fois que je fais une analyse d'un profil, j'analyse les informations par rapport à la personne. J'analyse pas l'information par rapport aux autres. Je me concentre à chaque fois sur... Là, je me concentre à fond sur Iris. J'ai eu une concurrence des entreprises qui recrutent. C'est la même chose. Il a fallu que j'aille chercher des entreprises prêtes à... Allons voir un petit peu à la fin sur ses challenges actuels. Son challenge actuel, c'était surtout d'avoir une personne avec qui brainstormer, papoter pour déclencher des choses. Hop, donc on va mettre le petit tag rose pour faire émerger la pensée arborescente. Je sais que Iris m'a pas mal parlé d'outillage à un moment donné. Voilà. Ici, elle me dit... Pour transmettre efficacement mon travail, le valoriser, accélérer, j'ai besoin d'avoir des templates. Donc ça, c'est les challenges en sortie de formation, mais c'est une catégorie outillage. Hop, catégorie outillage. Je laisse en vert clair aussi, parce que j'aime bien que les catégories du même plan, du même ordre, soient de la même couleur. Alors ça, je te le redis, c'est ma manière de faire. Tu peux vraiment faire comme bon te semble et trouver ton système à toi. C'est vraiment juste un système de représentation. Non, pardon, c'est pas catégorie freelancing, c'est catégorie outillage. Donc là, par exemple, elle aimerait aussi avoir un graphiste pour qu'il puisse faire ce travail de valorisation. Hop, c'est de l'outillage. Alors, désolée pour les graphistes, c'est tout simplement le naming de la catégorie qui fait que c'est comme ça. Le naming n'est peut-être pas bon encore, il faudrait peut-être l'améliorer, mais en tout cas, pour l'analyse, ça suffit. Les supports de communication participent à faire savoir ce que nous faisons. Donc là, il y a toute une catégorie sur le fait d'évangéliser. C'est ça, une de ces grandes problématiques à Iris, c'est ça. Catégorie évangélisation. Hop, catégorie évangélisation. Donc là, support, faire savoir ce que nous faisons, évangélisation. Si vous la nouvelle graphiste, évangélisation. Challenge à relever dans son job. Enfin bref, voilà. Je pense qu'on est pas mal, en tout cas dans les catégories qu'on pourrait créer avec Iris. Je vais pas faire la vidéo complète avec toi. Je te donnerai le lien pour que tu puisses aller voir en détail comment est-ce que j'ai fait. On va aller voir du côté d'Andrea pour commencer à croiser. Donc là, pareil, je vais voir Andrea, je vais dans Review. Et donc là, de la même manière, tu vas rentrer des éléments qui participent à exprimer son profil. Donc là, j'ai voulu créer des émotions chez les gens. Elle me parlait de son profil. Et ça, j'ai envie de lui mettre le petit tag particularité. Puisque avant même d'être UX designer, en fait, elle avait cette envie, ce souhait. Et du coup, ça la prédisposait à devenir... ou en tout cas, c'est une des compétences, un des traits de caractère qu'on retrouve régulièrement chez les UX designers et elle a réussi à l'exprimer. Donc voilà, je fais ce travail là sur le profil, on va pas le faire jusqu'au bout ensemble, on va aller directement aux informations qui concernent ces challenges en sortie de formation. Alors, j'ai compris que quand tu sais faire plein de choses, en réalité, tu ne sais rien faire. Donc ça, c'était pendant la formation. Et ça, voilà, premier challenge, c'est la question qu'elle se pose, c'est dans quelle zone j'ai envie de grandir le plus. Est-ce qu'elle se posait la question de est-ce qu'elle devait se concentrer sur un seul domaine et arrêter éventuellement les autres. Et pour elle, c'est une vraie problématique. Donc ça... dans quelle zone j'ai envie de grandir le plus. Moi, j'ai envie de mettre du coup là-dessus la catégorie travail sur soi, mais j'ai aussi envie d'ajouter une catégorie questionnement de carrière. Questionnement sur la carrière, parce que là, du coup, elle se pose des questions sur, ok, mais si aujourd'hui je prends ce choix, du coup, qu'est-ce que ça va impliquer pour moi demain ?
Et du coup, tu as une sorte de corrélation entre mon moi personnel et mon moi professionnel. Pour moi, une journée où je ne travaillais pas, c'était une journée perdue. Donc là, c'est vraiment la catégorie travail sur soi. Le plus gros challenge a été de fermer la porte au projet entrant, de dire non. Ça voulait dire que pendant une journée, je ne travaille pas, et une journée où je ne travaille pas, c'est un manque d'argent pour payer le loyer. Donc là, c'est vraiment catégorie travail sur soi. Donc ça, c'était ces challenges en sortie de formation. Et, euh, et vraiment catégorie aussi problématique de freelancing, puisque je pense pas que non, c'est même juste pas le cas quand t'es en CDI. C'est pas parce que tu dis non à un projet qu'on va pas te payer. Donc c'est vraiment une problématique de freelancing. Assumer ses choix, ne pas regarder derrière, catégorie travail sur soi. Ça, c'était ces challenges en sortie de formation. Et on va aller voir ce qu'elle nous disait dans les challenges actuels. Pour faire évoluer, ma plus grande difficulté du moment, c'est de continuer ou non à choisir les projets en fonction du sens. Donc là, tu vois, il y a vraiment des questionnements de carrière et du travail sur soi pour arriver à équilibrer tout ça. Andrea se posait la question, dans cette recherche de sens, est-ce que je me focus encore plus sur ce qui a du sens pour moi, ou bien je continue à prendre des projets qui sont simplement dans mon domaine et qui ont moins de sens à mes yeux. Donc là, questionnement de carrière, travail sur soi, et ça, c'est ce challenge actuel. Il est plus difficile d'acquérir les savoir-être, donc travail sur soi, challenge actuel. Ce métier, et c'est beaucoup de savoir-être, c'est difficile, mais j'adore ça. Challenge actuel, travail sur soi. Et j'ai envie aussi d'ajouter particularité. Parce que je ne sais pas si tous les UX designers sont conscients de ça et s'ils l'exprimeraient beaucoup. Alors, j'ai pas fait beaucoup d'entretiens, enfin même très très peu en réalité. Mais du coup, j'ai envie de le mettre à cet endroit-là. Donc voilà, là, c'était dans l'idée de te montrer la réflexion autour de tout ça. Ce travail, comme je te le disais tout à l'heure, tu peux soit le réaliser dans un outil, soit le réaliser, enfin dans un outil comme Reframer. Tu peux aussi utiliser un tableur Excel, tu peux le faire sur Miro avec un mur de post-it, tu peux le faire sur un vrai mur de post-it. L'outil, au fond, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de bien travailler le jeu de catégorisation, de bien croiser les informations. Donc je vais compléter ça, et puis une fois que j'ai complété, je te montre la suite. À tout de suite. Voilà, l'analyse semble pas mal. Alors, il y a eu quelques évolutions depuis juste avant que je coupe la vidéo. Il y a eu une nouvelle catégorie qui a émergé, que j'avais envie, qui me semblait légèrement différente et qui complète en fait la catégorie évangélisation des problématiques autour de se valoriser qui ont surgi. Donc par exemple ici, j'ai mis des skills que j'ai, marketing, gestion de projet, méthodologie et débutant en UX. Là c'était pour pouvoir se valoriser. Et aussi elle fait un effort, donc on parle d'Iris, j'ai fait un effort de transposition de connaissances afin de valoriser ma transition. Donc là aussi on a des problématiques sur le se valoriser. Il y en avait quelques-unes aussi du côté d'Andrea, donc j'ai ajouté ça. Ça se recoupe régulièrement mais pas tout le temps avec la catégorie évangélisation, donc à voir ensuite ce que ça va donner. Et puis j'ai ajouté une catégorie pendant la formation puisqu'il y avait différents feedbacks sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai compris pendant que j'étais en formation. Donc je ne sais pas encore à quel point ça va nous être utile ou pas. Une fois qu'on a fait ce travail de catégorisation, eh bien, on va aussi pouvoir ajouter un travail d'identification des entrées qui nous semblent très intéressantes à mettre de côté. Donc en général, dès que j'ai mis le tag particularité, je m'arrête dessus puisque c'est souvent des éléments assez forts. Donc ici, UX c'était un mot très à la mode et j'avais déjà commencé à le coller sur mon portfolio. Ça, je le mets en favori. Ensuite, ce que je vais tenter d'aller chercher en favori, c'est les éléments très représentatifs de chaque catégorie. Donc là, je sais pas, qu'est-ce que je vais avoir ? Le se valoriser. Donc se valoriser, c'est pas une de mes catégories phares. Pour moi, les catégories phares, c'est celles qui sont en vert d'eau ici. Je vais chercher celles qui sont en vert d'eau. Catégorie travail sur soi, c'est pas forcément la catégorie la plus représentative chez Iris. Chez Iris, par contre, on a la catégorie outillage très fortement représentée. Donc on va essayer de trouver
un élément à mettre en favori. Donc par exemple, elle nous a parlé de besoin de template. Ça, on va le mettre en favori. Ça, c'était assez fort. Elle a pas mal appuyé là-dessus. Ensuite, une de ses grandes problématiques, c'était l'évangélisation. Alors on va du coup... alors soit là, je mets le C'est vous la nouvelle infographiste pour un peu être choc, soit je mets quelque chose de plus parlant. J'aimerais faire une bibliothèque de métaphores pour expliquer notre job. Avoir un infographiste sous la main pour qu'il puisse faire... Non, ça c'était au sujet de... Alors là, au sujet de l'évangélisation, non, ok, je vais garder C'est vous la nouvelle infographiste. Ça me parle pas mal. Et ensuite, ouais, voilà. Donc chez Iris, voilà, j'en ai déjà... 2, 3. Ah tiens, j'en ai un autre particularité ici. Je ne mets pas de mots sur mon niveau, j'ai du mal à mettre UX sur mon profil. Oh, ça fait un peu écho à l'autre qu'on avait en haut. Par exemple, sur le projet, dès que je suis arrivée, j'ai fait un SWOT. Ouais, celui-là, je le veux parce qu'il est très particulier aussi. Et je fais le même travail du coup avec Andrea. Pouf. Donc pareil, particularité, j'ai voulu créer des émotions chez les gens, je garde. Ensuite, comme catégorie très forte chez Andrea, on avait le questionnement sur la carrière et le travail sur soi. Donc on va mettre en favori, par exemple... celui-là, j'aime bien. Le plus gros challenge a été de fermer la porte au projet entrant, dire non. Celui-là est très parlant. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme autre grand sujet? La quête de sens. Dans cette recherche de sens, est-ce que je me focus encore plus? Voilà, on va mettre celui-là qui est bien. Continuons ou non à choisir les projets en fonction du sens. Bon, celui-là est le plus synthétique, plus droit au but. Et ensuite, dans les derniers, là, on en a un qui est catégorie travail sur soi, particularité. Hop, je le mets aussi en favori. Ça va me permettre aussi d'accélérer mon travail de synthèse qu'on va ensuite faire ensemble. Juste avant de passer sur le travail de synthèse, donc là, on a fait l'analyse ensemble, il reste encore la synthèse. Je veux juste te montrer la puissance de cet outil Reframer. Donc là, je retourne sur mon dashboard. Et là, tu vois, je peux rentrer dans une section analyse. Hop. Et dans l'analyse, là, il me montre, alors là, de manière un petit peu succincte, les différentes entrées. Donc, on avait vraiment beaucoup d'éléments sur les challenges de sortie de formation. Donc là, bon, c'est pas très parlant puisque j'ai pas beaucoup d'entrées, j'ai pas beaucoup de personnes rencontrées. Mais quand tu en rencontres 8, 10, 12, là, ça commence vraiment à être très parlant ce qui s'affiche ici. Ce que je voulais surtout te montrer, c'est ici, tu peux jouer en fait à faire se croiser les catégories. Donc par exemple, je peux faire se croiser la catégorie se valoriser avec la catégorie évangélisation. Et là, je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont en commun. Est-ce que ça a du sens ou pas de faire ressortir? Je sais pas. Par contre, ça m'aide à y voir plus clair. Si par exemple, j'avais des profils web marketing, je pourrais aller vérifier si j'ai des points communs entre tous les profils web marketing. Si j'avais et des freelances et des personnes en contrat, eh bien j'aurais pu vérifier s'il y a des grandes tendances chez les personnes en contrat et des grandes tendances chez les personnes en freelance. Et comme ça, je peux jouer avec mes données. Et ça, quand t'as pas un outil qui te permet de le faire, c'est très 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 chiant. C'est franchement supra chiant. Alors que là, c'est vraiment un jeu. C'est un jeu à faire. Et ce que je t'inviterais aussi à aller voir, je sais plus où c'est, on va le retrouver. Hop, study members, non. Tags, non. Ah voilà, j'ai trouvé. Bon, en fait, ils expérimentent des représentations. Donc là, il faut cliquer sur à droite Chart Experiment et ça active le tout petit menu très peu visible ici et qui te permet du coup d'accéder à des représentations avec lesquelles tu peux aller jouer. Donc par exemple, challenge actuel, hop, je peux valoriser que le challenge actuel parle beaucoup de travail sur soi et de questionnement sur la carrière et d'outillage. Ça, c'est les grands sujets sur l'actualité. Si je reviens sur les challenges liés à la sortie de formation, c'est challenge sortie de formation, voilà, c'est là. Le challenge sortie de formation, on parle beaucoup de se valoriser,
d'outillage aussi, d'évangélisation, de problématiques de freelancing, de questionnement de carrière. Donc tu vois, ça te permet aussi visuellement de jouer encore une fois avec les données et voir ce qu'il en ressort. Particularité, on parle pas mal c'est dans le challenge actuel, c'est dans se valoriser, c'est pendant la formation, c'est lié au profil, etc. Donc comme ça, de manière visuelle, tu te promènes et c'est assez cool. Et là, tu peux aussi avoir une représentation en bubbles, ce qui te permettrait éventuellement de faire ressortir ce qui ressort le plus, ce qui ressort le moins, etc. Quand tu as une quantité de données, c'est très 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 intéressant. Et en plus, tu peux après en faire des screenshots et les mettre dans ta synthèse. Donc voilà pour ce travail d'analyse. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on valorise tout ça pour le transmettre aux différentes parties prenantes du projet et pour pouvoir leur faire prendre connaissance du travail qu'on a pu faire. À tout de suite. Maintenant, donc, je te montre comment est-ce que je fais concrètement la synthèse pour communiquer. Juste à la fin là, de ce support de présentation, je te donne les accès au Reframer pour que tu puisses aller te balader et voir comment est-ce que toi tu aurais fait les choses. Alors attention, s'il te plaît, ne l'édite pas, ne modifie rien, ne va pas t'amuser sur l'outil dans le lien que je vais te donner. C'est pour que tu puisses aller voir en détail à quoi ça ressemble, mais s'il te plaît, ne l'édite pas, ouvre-toi un compte pour aller jouer avec l'outil, je te rappellerai ça tout à l'heure. Donc comment est-ce que je fais cette synthèse ? Très concrètement, à quoi ça ressemble ? Première slide, c'est le rappel du contexte de l'étude. Donc ici, les 2 entretiens ont été réalisés afin de faire une démonstration de l'animation d'entretien qualitatif avec quelques erreurs d'animation glissées afin de démontrer ce qu'il ne faut pas faire et comment s'en sortir. J'invente pas, c'est ce qu'on s'est fait, c'est le contexte dans lequel on s'est mis pour le club. Je les ai réalisés pour faire la démonstration. Et le besoin lié à l'étude, donc l'excuse que je me donnais derrière ça, c'est de comprendre comment améliorer mes formations UX en ligne. L'objectif de l'étude, c'est de comprendre les difficultés rencontrées dans l'évolution professionnelle d'un UX designer junior ou confirmé. Ça, tu l'as déjà identifié, il suffit de le remettre. Donc quelques mots pour réexpliquer le contexte, quelques mots pour redéfinir le besoin et remettre l'objectif. Il faut que ce soit concis, cette slide est déjà bien fournie, il ne faut pas que ce soit plus long que ça. Ensuite, donc là, le rappel du contexte. Ensuite, les limites. Donc là, tu listes toutes les choses pour prévenir des biais, pour prévenir des manques qu'il peut y avoir. Donc là, on a des entretiens de seulement 15 minutes. Donc c'est vraiment insuffisant pour approfondir les sujets. Donc, il ne pourra pas y avoir d'identification de tendance. On ne peut pas se baser là-dessus pour dire que tous les UX designers ou la majorité des UX designers pensent comme ces 2 personnes. Ce serait un vrai mensonge. Iris et Drea sont des amis, ce qui implique tout un tas de biais dans les réponses. Donc on ne peut pas se dire que les informations sont représentatives. Elles ne sont pas fausses, néanmoins on manque de neutralité liée à la relation qui me lie aux 2 personnes qui ont bien voulu se prêter au jeu. Et enfin, grande limite, c'est que l'interview par téléphone avec Iris a été refait car le premier enregistrement n'a pas fonctionné. Donc là, on a perdu beaucoup d'authenticité puisque Iris a eu l'opportunité, je dirais, de reformuler. Et il y a peut-être des choses aussi qu'elle a eu la flemme de redire, donc des choses à côté desquelles on est passé. Pour la démo, on s'en fout, mais pour une vraie étude qualitative, on s'en fout vraiment pas. Au contraire, ce serait un vrai problème et il faudrait du coup inviter un nouvel utilisateur avec le même profil que Iris. Les grands enseignements. Donc là, sur le travail que j'ai fait et grâce aux données que j'ai pu étudier, il y a 2 grands sujets qui ressortent et qui reviennent. Le premier, c'est le travail sur soi et ensuite le second, c'est la gestion de la transition professionnelle. Et donc là, en dessous, je mets quelques exemples. Bien sûr, tout ça, on peut les retrouver sur l'outil Reframer, mais là, dans ta synthèse, l'idée, c'est que peut-être que la personne qui va lire ce document n'ira jamais sur ton Reframer. Donc là, il faut lui mettre quelques éléments exprimés par les utilisateurs. Donc là, ce métier, c'est beaucoup de savoir-être, c'est difficile, mais j'adore ça. Donc là, c'est travail sur soi. D'ailleurs, j'aurais pu mettre le petit hashtag à côté, travail sur soi, ce serait beaucoup mieux. J'ai dû gérer la transition de social media vers UX, je me suis fait accompagner par un coach, là aussi, travail sur soi, et transition professionnelle, les 2. Dans quelle zone j'ai envie de grandir le plus ? Se concentrer sur un domaine et arrêter de travailler dans les autres domaines. Donc là,
à la fois travail sur soi et transition professionnelle, et je fais un effort de transposition de connaissances afin de valoriser ma transition. Là, c'est à fond gestion de la transition professionnelle. Donc ça, c'est les deux grands sujets qui sont ressortis à la fois, j'ai envie de dire, c'est les tendances en fait qui sont ressorties à la fois chez Andrea et chez Iris. Alors, on a bien dit donc, dans les limites que ça ne pouvait pas être des tendances, mais en tout cas, on peut dire que c'est deux points communs entre ces deux personnes. Les éléments qui doivent retenir notre attention, c'est un grand travail sur ce que j'appellerais le mindset. Globalement, ces deux personnes travaillent beaucoup sur comment est-ce qu'elles peuvent faire pour s'améliorer, pour améliorer le savoir-être, améliorer aussi leur manière de percevoir leur métier. Alors du coup, je mets en tout cas pour les freelances, à vérifier si ce serait aussi le cas pour des personnes en contrat. Donc avec cet exemple de pour moi une journée où je ne travaillais pas, c'était une journée perdue. Ensuite, on a beaucoup Iris qui nous a parlé de l'outillage, qui est un accélérateur pour démarrer et commencer à évangéliser. Avec par exemple son souhait d'avoir une bibliothèque de métaphores, avec son besoin d'avoir des templates pour travailler plus efficacement, mieux valoriser. Et ensuite, j'ai mis deux fois le travail sur les templates, désolée pour le petit doublon. Et une fois qu'on a fait ce travail très synthétique, alors tu vois, c'est très synthétique, du coup, il y a plein de choses qui manquent, mais c'est l'essentiel. Là, on veut en tirer la substantifique moelle. Et maintenant, que se passe-t-il ? Donc, quelles sont les actions après à mettre en place ? Alors, sur le « et maintenant », du coup, moi, j'aime bien travailler sur des formulations de type « comment pourrions-nous » Donc, c'est du type design challenge, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant pour améliorer l'expérience utilisateur. Donc, c'est comment intégrer aux formations les notions de savoir-être de l'UX designer et de manière pratique. Tout ça, c'est un souhait personnel derrière, mais très important. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain pour que l'UX designer en formation puisse aussi travailler son savoir-être en plus de son savoir-faire. Alors, est-ce que c'est en plus ? Est-ce que c'est une autre formation ? Tout ça, je n'ai pas encore les informations, je n'ai pas encore les idées, je ne sais pas encore le comment. Néanmoins, il faut que j'engage cette réflexion. Ensuite, comment accompagner à la gestion de la transition professionnelle ? Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce qu'il doit y avoir des personnes à ajouter sur ces formations ? Est-ce qu'il y a des choses à dire ? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place, des outils, etc. Comment est-ce que je peux faire pour aider à gérer ça ? Troisième élément, comment outiller pour évangéliser et avoir des templates pour valoriser son travail ? Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que j'ai des choses à ma disposition ? Est-ce que je dois aller voir des personnes, encore une fois, pour me supporter, pour m'épauler, etc. Et puis, il y a un élément qui ressortait de cette étude et qui est quasiment directement actionnable pour moi et que du coup, il fallait absolument que je mette dans cette synthèse. C'est un enseignement sur le format actuel de la formation. Faire un projet pendant la formation n'est peut-être pas naturel quand on ne connaît pas encore toutes les étapes, parce qu'aujourd'hui, les personnes font un projet au fur et à mesure qu'elles déroulent la théorie. Et apparemment, c'est pas forcément simple, on trouve peut-être pas la motivation, on n'y voit peut-être pas encore le sens de toutes ces étapes. Donc du coup, la question c'est, est-ce qu'il faudrait pas faire un projet post-théorie ? On fait d'abord la théorie et on fait ensuite la mise en pratique grâce à un projet. En tout cas, c'est quelque chose à tester, c'est quelque chose qui est fortement remonté et du coup qui est très actionnable, donc je le mets dans le « et maintenant ». Et ensuite, pour finir, eh bien, je mets à la fin de cette synthèse cette slide qui donne accès à mon étude pour les personnes qui éventuellement ont envie d'aller plus loin, ont envie d'aller approfondir une catégorie, peut-être aussi pour donner accès, je ne sais pas si moi j'ai le profil de user researcher sur le projet, s'il y a toute une équipe du UX designer derrière, il faut qu'ils puissent aller plus loin. Par contre, par exemple, je ne sais pas si je sais pas quel profil, le patron, le CEO, le CTO, etc. Ils ont peut-être pas forcément besoin d'aller plus loin. Par contre, ils ont juste besoin d'avoir l'essence, d'avoir les éléments principaux, connaître l'état d'esprit, nous aider ensuite à prioriser le travail à mettre en place et n'iront peut-être jamais plus loin que ça. Donc voilà pour cette synthèse, tu vois, c'est très court, concis. Court et concis ne veut pas dire que c'est rapide à faire. Au contraire,
parce que du coup, tu vas en faire ressortir les éléments les plus forts. Et pour ça, ça demande un vrai travail d'analyse. Mais ce travail d'analyse, du coup, tu l'as fait peut-être dans Reframer ou peut-être avec tes post-it. Et bien voilà, j'ai partagé avec toi tous mes pro tips dans les moindres détails. J'espère que ça t'aide à enrichir tes compétences, à enrichir tes méthodes, que ça t'aide à te donner un fil rouge, une sorte de recette qui fonctionne, qui n'est pas idéale. Je ne prétends pas avoir la meilleure recette, mais en tout cas c'est une recette qui fonctionne, qui est actionnable et j'espère qu'elle sera du coup actionnable pour toi demain. Je t'invite à venir mettre ton commentaire sur ce que tu as pensé de ce tuto sur le Slack, à venir partager avec les autres. Si tu as des questions, surtout, n'hésite pas. Il n'y a pas de questions bêtes dans le Clubbook, c'est que des questions qui nous aident tous à avancer, parce que si tu te poses cette question, c'est certainement qu'il y en a plein d'autres qui se la posent. Donc vraiment, viens la poser, je répondrai avec grand plaisir. Et si j'ai pas l'information, eh bien, je n'hésiterai pas à te rediriger vers l'expert qui saura le mieux te répondre. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle continuation et surtout, on se dit à très très vite pour le challenge de mise en pratique sur ce sujet, l'analyse et la synthèse des entretiens qualitatifs. À très vite, ciao.